Ils se foutent de nous. Je ne vois que ça, ils se foutent de nous. Hier, il y a eu 2 intervenants de la droite molle qui sont passés à la télévision. Un sur France Inter, radio, mais avec une petite vidéo, donc je vous montrerai la vidéo, et l'autre, à la télévision. Et ces 2 représentants de la droite molle, eh bien, trouvent que vous devez travailler plus pour leur permettre de ne surtout rien changer à leurs habitudes, parce que ces gens qui vivent à vos crochets trouvent que vous ne travaillez pas assez. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aller sur la boutique de la chaîne, je pense que vous devriez trouver un truc qui vous plaît. Le lien est dans la description de la vidéo, je vous en parle tout à l'heure. Alors, ça a été festival hier. J'ai trouvé ça merveilleux. Un festival de la droite molle. Alors, il y a toute une partie, je vous passerai la vidéo plus tard, c'est sur Michel Barnier et j'allais dire la retraite de ministre, mais la retraite impressionnante qu'il va toucher. Mais impressionnante, il y a que ça comme mot, si vous voulez. On est sur des sommes dont vous ne rêvez même pas. Lui, à la retraite, va toucher en un mois ce que vous touchez en un an. Bon, voilà, c'est un peu un an en travaillant. Vous le touchez en un an en travaillant, lui, il le touche en un mois quand il est à la retraite. C'est beau, mais j'en parlerai plus tard. Mais, donc ça, c'était un petit coup aussi à droite, c'est merveilleux. Mais alors, hier c'était festival. Le premier, c'est Jean-François Copé. Jean-François Copé, eh ben, il trouve que, oh là là, les Français ne travaillent pas assez. Vous ne travaillez pas assez. Vous ne travaillez pas assez pour l'État. Parce qu'il ne suggère pas que vous travaillez. Il ne suggère pas que vous travaillez un jour de plus pour gagner un petit peu plus de salaire. Non, pas du tout. Jean-François Copé, il trouve que vous devriez travailler un jour de plus pour lui, pour l'État. Hein, c'est vraiment ceux qui vivent à vos crochets qui expliquent que vous ne travaillez pas assez. Donc, il faudrait que vous travailliez un jour de plus, voilà, pour que lui, il puisse continuer à avoir ses petites habitudes, son petit train de vie, sa façon de fonctionner, sa façon de gérer l'État qui est une catastrophe depuis 50 ans avec que des déficits, que de la dette, etc. Mais c'est pas grave, on veut surtout pas changer nos habitudes et on voudrait surtout pas supprimer des postes aux copains. On voudrait surtout pas que quoi que ce soit change. Donc, vous êtes priés, vous, de travailler un jour de plus gratos. Et donc, le cher Copé, eh ben, il trouve que ça serait bien que le 11 novembre, vous travailliez un jour gratuitement pour lui. Voilà. Ça serait beau. Ça serait civique, voyez. On se fout un peu des gens qui sont morts dans les tranchées. Rien à faire. Ils étaient 1 millier par jour, il me semble. Mais on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est les revenus de tous ces ministres, tous ces sénateurs, tous ces députés, tous ces gens, leurs petites habitudes de vie, leur petit train de vie, leur petite retraite à eux, et que vous vouliez bien bosser un peu, vous voyez, c'est pas, voilà. Vous êtes égoïste quand même, hein, vous êtes quand même très, très égoïste. Vous connaissez la... Vous savez ce que c'est qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Eh ben, je crois que nos hommes politiques ont vraiment cette vision de l'égoïsme. Je vais vous passer ça parce que c'est beau. Voilà, il y a un moment où je trouve on arrive dans des choses qui deviennent belles. Il n'y a jamais de bons jours fériés à supprimer. On connaît tout ça par cœur, et pour avoir été ministre du budget, je peux témoigner. Alors, je suis pas allé voir Monsieur Copé les prouesses que vous avez fait comme ministre du budget. Peut-être avez-vous été le seul ministre du budget à avoir amélioré. Mais tous, ils vous disent, vous savez, moi, quand j'étais ministre, j'ai amélioré les comptes publics. Ah, tous! Ils ont tous amélioré les comptes publics. Hein. Même Bruno, même Nono est venu annoncer devant le Sénat que lui, il était impeccable et que c'était le nouveau, là, qu'il a depuis un mois, qui avait fait que des bêtises. Et que le déficit, c'était pas lui. Ah non! Ah, la dette, c'est pas moi. Non. Le déficit, ah, c'est pas moi non plus. C'est celui qui vient d'arriver, là. Il a un mois d'ancienneté, c'est lui. C'est que lui, que lui, que lui. Donc, ils sont merveilleux. Ils ont tous amélioré la situation. Hein, je vous rappelle que Nono a sauvé l'économie française, réindustrialisé la France et mis la Russie à genoux. Donc Jean-François Copé, je pense, c'est à peu près du même acabit, hein, c'est à peu près le même niveau. Et donc Jean-François Copé comme ministre du budget,
Je ne sais pas ce qu'il a fait. À mon avis, ça a dû être un nono 2. Et Jean-François Copé, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'a pas fait un budget à équilibre. Pas un. Parce qu'il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un de ces satanés énarques, de ces satanés politiques, de ces bras cassés qui ont fait un budget à l'équilibre. Pas un. Pas un en 50 ans. Tout ça pour garder leurs petits privilèges, garder les petits privilèges de leurs électeurs, garder l'entre-en-soi et surtout, 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 pas prendre de risques. Donc déjà, Jean-François Copé en tant que ministre du Budget, je peux t'assurer d'une chose, c'est que tu as été nul comme tous les autres. Ministre du Budget, je peux témoigner, je me souviens encore du débat sur la suppression du jour de Pentecôte que nous avons courageusement fait avec Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais... Non, la réalité, c'est que vous avez entubé les Français avec ce jour de Pentecôte. Voilà, faut être clair. Vous savez comment ça s'est passé, hein? Il y a eu une forte chaleur au mois d'août. Et il y avait, à ce moment-là, des maisons de retraite qui n'avaient pas la clim. Et du coup, il y a eu beaucoup de morts parmi les personnes âgées, qui seraient mortes plus tard, mais bon, peu importe, elles sont mortes prématurément, c'est pas une bonne chose. Donc voilà. Donc on a eu Jean-Pierre Raffarin qui nous a fait des raffarinades, et ils ont dit, tiens, il y a du fric à récupérer. On pourrait mettre une petite taxe de l'État. Voilà. Donc ils ont créé une petite taxe de l'État, hein, et donc Jean-François Copé, ministre du Budget, était tout content de la petite taxe supplémentaire. Ah, des petits sous-sous. Et donc, tout ça était censé être pour permettre aux personnes âgées de ne plus mourir à l'été, donc d'avoir des climatisés. Mais à mon avis, c'est pas tous les ans qu'on met des nouveaux climatiseurs dans dans les maisons de retraite, vous voyez. Donc en fait, ils vous ont piqué à vie un jour férié. Hein, vous travaillez gratuitement pour votre employeur, et votre employeur, sur votre bulletin de salaire, ben, il prélève de l'argent et il le donne à l'État. Voilà. Et donc l'État estime, tiens, allez, pour les employeurs, ça va leur rapporter ça, donc on va le prendre nous. Et vous travaillez un jour gratuitement pour l'État, un jour de plus, parce que vous travaillez déjà un sacré paquet de jours gratuitement pour l'État. Mais un jour de plus, gratuitement, pour l'État. Et j'aimerais bien savoir si ça a la moindre... Enfin, je veux dire, depuis Jean-Pierre Raffarin, c'est bon, elles sont équipées, les maisons de retraite, là, maintenant, hein. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça. Ils ont récupéré un nouvel impôt, une nouvelle taxe qu'ils mettent dans leur poche. Mais de bonnes économies, personne ne les supporte. Regardez le débat absurde entre nous sur la suppression du jour de carence pour la fonction publique, alors que le privé n'en bénéficie pas. Regardez les débats sur travailler 1 heure de plus, sur travailler 1 an de plus. Ma question est sur la mémoire de la guerre. Mais en réalité, on a tous nos bonnes raisons. Moi, je pense que on n'a pas forcément... supprimer le 11 Non, mais Léa, novembre. Mais le problème, excusez-moi, je vais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est quelque chose de très clair. Le problème, c'est pas que vous travaillez pas assez, en fait. C'est pas ça. C'est vrai que vous travaillez. C'est vrai qu'en nombre d'heures, le français travaille moins que l'allemand, moins que l'anglais, moins que les autres, et c'est vrai que ça pourrait être un problème. C'est vrai. On peut pas aller contre ça. Mais le vrai problème, c'est les millions d'assistés qui vivent sur votre dos. Le problème, c'est pas ceux qui travaillent, ceux qui ont les mains dans le cambouis. Eux, ils font leur taf. Ils font leur taf. Je veux dire, des gens à 35 heures ou à moins de 35 heures, il n'y a plus que dans le public qu'on les voit, hein. Dans le privé, tout le monde est passé plus ou moins à 39. Les cadres, ils n'ont pas vu de différence à la passage 39-35. Donc il y a un moment, faut arrêter, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le mec qui reste dans son canapé à jouer à la Nintendo au lieu d'aller bosser. Le problème, c'est l'ensemble du RSA versé à des gens qui ne foutent rien et qui ne cherchent pas. Vous voyez, encore une fois, moi, le RSA, on le concentre sur 4. On en connaît tous des gens comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont hurler en disant ah là là, non, mais tu as tort, le RSA, c'est utile. Gna, gna, gna. Attendez, on en connaît tous, donc venez pas me chanter des chansons. Tous, ici, on connaît quelqu'un de notre entourage, ami ou famille, qui abuse du système, qui vit complètement au crochet du système. Parce que c'est plus intéressant pour lui, pour X raisons, d'être au RSA et de ne pas bosser que d'aller bosser.
Donc un RSA, vous voyez, il y a déjà le chômage qui couvre longtemps, mais on peut se dire encore, allez, on prend un RSA 4 mois. Mais après, c'est terminé, mon gars, hein. Tu te sors les doigts des fesses et tu vas bosser, hein. Un RSA sur une période de temps courte, très courte. Parce que vous avez eu un énorme problème, parce que votre voiture a explosé avec votre femme et vos enfants à l'intérieur, parce que une catastrophe s'est produite, vous avez un filet de sécurité, RSA, sur une période très courte, très déterminée. Ça vous permet de vous remettre et de partir au boulot. Mais il n'y a aucune raison que la société vous subventionne votre vie pour toujours. Et donc le problème, si vous voulez, c'est pas du tout les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, il n'y a aucun problème. Je veux dire, aller faire porter à Micheline, qui est caissière chez Monoprix, le poids de la dette de la France, c'est de la rigolade, hein. C'est de la rigolade. Micheline, elle se lève tous les matins, tôt, elle va bosser à la caisse de son Monoprix 8 heures par jour, elle revient, elle a une tête comme ça. Je veux dire, bravo Micheline, quoi. Elle, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Le problème, c'est pas ceux qui se lèvent dans la nuit pour aller faire tourner l'usine. C'est pas ceux qui vont faire de la mise en rayon dans les supermarchés ou les hypermarchés. C'est pas ceux qui travaillent, c'est le problème. C'est tous les inactifs, tous ceux qui ne bossent pas et qui devraient bosser. Parce qu'évidemment, ceux qui ne bossent pas, ils ont 95 ans et une maladie de Parkinson, on se doute bien que voilà. Mais, mais c'est tous ceux qui ne bossent pas et qui devraient bosser, qui sont en âge de travailler, qui ne travaillent pas. C'est là le problème. Et quand je dis en âge de travailler et qui ne travaillent pas, je pense à certains étudiants professionnels qui, à 32 ans, recommencent une licence de psycho. Après avoir fait une licence de géo, une licence de sociaux, une licence de lettres et une licence de je ne sais quoi. Tous ces gars-là, au turbin. Au turbin. Il y a un moment, ras-le-bol. Vous nous coûtez trop cher. Vous êtes des tiques sur le dos d'un chien. Donc encore une fois, voilà, le problème, c'est pas Micheline, c'est pas ceux qui bossent, c'est ceux qui ne bossent pas. Et c'est là-dessus, il faut en fait plus de gens qui bossent. Et quand on aura réussi à remettre tout le monde au travail, à ce moment-là, on pourra regarder si effectivement, Micheline, ça serait bien qu'elle bosse 1 ou 2 heures de plus par semaine. Mais remettons déjà tout le monde au boulot. Vous voyez? Une fois qu'on aura remis tous les incapables au boulot, tous les glandeurs au boulot, à ce moment-là, on pourra regarder ce que fait Micheline. Plus exactement. Vous voyez? Et comparer le travail de Micheline à celui de l'Allemagne. Mais avant, ça me semble un tout petit peu obscène. Un tout petit peu obscène. Je pense que... Surtout venant de gens comme qui n'ont quand même pas fait grand-chose de leur vie. Qui ont passé leur temps dans des ministères à grenouiller. Je dirais pas ça si son bilan était merveilleux à Jean-François Copé, hein, mais on est d'accord que son bilan est celui de tous les ministres, de tous les politiques, est catastrophique. Regardez où on en est. Regardez nos hôpitaux, regardez nos écoles, regardez notre police, regardez notre justice. Regardez notre dette. Regardez notre taux d'imposition. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est merveilleux, qu'ils ont tous été des génies, mais c'est pas la réalité. Donc foutez-nous bien la paix. On n'a pas forcément... supprimer le 11 Non, mais Léa novembre, pourquoi Salamé, pas? on n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer. Il y a 1000 manières de commémorer sans pour autant ne pas travailler. Ou alors ça veut dire que nous avons 65 millions de Français qui sont au pied des monuments aux morts le 11 novembre. Ça se saurait. Bon, donc en réalité, les commémorations, c'est une chose. Le jour férié, c'en est un autre. Que nous conservions pour des moments symboliques, le 14 juillet, tout ça, je peux l'entendre. Mais en réalité, il me semble que le jour férié, c'est une manière de faire des économies dans un pays qui a besoin de dépenser beaucoup pour préserver notre modèle social. Eh ben, il faut effectivement travailler. Mais le modèle social, c'est justement Micheline qui bosse comme une... C'est Micheline qui bosse comme un esclave pour financer des gros incapables sur leur canapé. Le modèle social, c'est des gars qui se lèvent tôt pour aller à l'usine, qui bossent
à temps plein, comme des chiens, et qui ont des problèmes de fin de mois, parce qu'on a décidé qu'il fallait absolument financer une classe politique pléthorique. Est-ce qu'il faut vraiment continuer avec ce modèle social? Alors oui, forcément, eux, ils sont pour, d'abord parce qu'ils l'ont créé, et ensuite parce qu'ils en profitent un maximum. Un maximum. Je ne sais pas combien M. Copé va toucher à la retraite. J'ai regardé combien M. Barnier allait toucher à la retraite. J'ai même fait une vidéo dessus. Ça sortira à 16h, tellement c'est titanesque et obscène. Et à mon avis, si on regarde Jean-François Copé, on doit aussi être sur une retraite titanesque et obscène, comme François Hollande. Parce qu'eux ne s'oublient pas. Eux, il y a... Ah non, alors eux, ils ne s'oublient pas. Hein. On supprimera les jours fériés. J'ai rien contre le fait de supprimer les jours fériés. Mais la priorité, c'est pas de gratter des jours de repos à Micheline. La priorité, c'est de revoir la taille de l'État, de supprimer tous les incapables, enfin tous les... Revoir la taille de l'État, arrêter d'avoir des trucs qui ne servent qu'aux copains, et remettre tous les parasites au travail. Et je ne dis pas que tous les gens qui touchent le RSA sont des parasites, c'est pas ce que je dis. Mais on connaît tous, mais tous, le cas de parasites ou de gens qui l'ont été. Donc avant d'aller regarder et gratter encore des jours sérieux à Micheline et dire tiens, tu vas bosser encore un peu plus pour l'État gratuitement, occupons-nous déjà du reste, vous voyez? Moi, je gratterai des jours de... Je vais être très, très clair. Moi, je suis pour la suppression totale des jours fériés, que ce soit... On garde à la limite le 14 juillet, une fête laïque, quand pas le travail, genre 1er mai, et soit le 1er de l'an, soit le 25 décembre. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin du reste. Mais, ça va avec une augmentation de salaire pour Micheline. C'est-à-dire, Micheline, au lieu d'être en congé le 11 novembre, eh ben, elle travaille, mais elle touche sa journée de salaire. Si c'est pour faire bosser Micheline, tout ça pour que l'État récupère le fric, non, non. Donc je suis oui pour la suppression des jours fériés et de ne garder que 2-3 jours fériés maximum, mais uniquement pour augmenter le salaire de Micheline, augmenter le salaire de ceux qui bossent. Certainement pas pour engraisser des incapables à la tête de l'État. Certainement pas pour engraisser des incapables qui dorment sur leur canapé au lieu d'aller bosser. Et certainement pas non plus pour financer une migration totalement incontrôlée. On parle bien du mec qui croyait qu'un pain au chocolat coûtait 15 centimes d'euros. Alors d'abord, c'était une chocolatine, s'il te plaît, Hugo. Et... Mais oui, c'est lui. Parce que, en fait, ils ne se rendent pas compte, d'abord parce qu'ils ne vont pas les acheter. Vous voyez, eux, quand ils arrivent le matin dans leur ministère ou dans leur conseil général ou dans leur truc, hein, ils ont une très belle table qui a été mise en place par des servants hein, qui ont
fait ça très très beau, qui ont placé des plats merveilleux avec des chocolatines, des croissants, des trucs, un café. Bref, ils ont tout eu. Et à midi, les mêmes esclaves, servants, salariés, pardon, viendront et referont une table merveilleuse à laquelle ils mangeront parce que le cuisinier 3 étoiles aura préparé le repas et voilà, ils mangeront. Donc, faut pas leur demander le prix des choses à ces gens-là. Faut surtout pas leur demander le prix des choses. Non, non, aucune idée. Aucune. Donc oui, oui, pensez bien qu'un pain au chocolat coûtait 15 centimes d'euros. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Pas pris une ride, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Ça, et je suis ministre, je ne sais rien faire, c'est exactement ça. Donc Micheline, hein, Micheline, elle va travailler un jour de plus, mais uniquement pour engraisser Don Saluste. Voilà, c'est la seule chose qui l'intéresse, Don Saluste. Encore une fois, l'argent n'ira pas là où il doit aller, mais bien pour faire grossir le mammouth et nourrir la caste parasite inutile. Parfaitement d'accord, c'est exactement comme ça que ça finira. Mais vous savez, la contribution le lundi de Pentecôte de Raffarin, je ne pense pas qu'il aille encore aux personnes âgées. Vous voyez, peut-être la première année, à la limite la deuxième, s'il y avait encore des climatiseurs à mettre en place. Mais après, il allait directement dans la caste de parasites inutiles. Ces gens sont fous, comme tu le dis si bien. Ils continuent à nous prendre pour des jambons dans leurs beaux appartements avec un compte en banque rempli, sans jamais avoir réellement travaillé. Qu'ils aillent se faire un stage dans un métier pénible pendant un mois. Oui, j'aimerais bien le voir, Jean-François Capet, mettre en rayon, ou même prendre le travail de Micheline. J'aimerais voir, vous voyez, comment ça se passerait pendant un mois. Alors, il serait perdu parce qu'il aurait plus ses esclaves qui viendraient mettre la table, apporter des petits pains au chocolat. Peut-être même qu'il serait obligé d'acheter ses pains au chocolat tout seul. Alors, ça lui apprendrait le prix du pain au chocolat, mais ça serait quand même nettement moins agréable pour lui, faut bien le dire. Mais c'est... Vous savez pourquoi je disais esclave ou servant? C'est parce que ça me fait penser à l'aristocratie d'avant la Révolution. Vous savez, ils étaient là aussi, puis il y avait le bon peuple qui venait, puis l'aristocrate, le duc, le comte, le baron, voilà, le peuple lui mettait sa petite nappe, lui donnait des petits couverts, et puis il mangeait agréablement. Un cuisinier, Vatel ou un autre, lui faisait son bon repas, puis il lui apportait, et il y avait des tables immensément garnies où on pouvait manger sans s'arrêter, autant de fois qu'on le voulait, et voilà, et c'était la belle vie. C'était la belle vie et je trouve que, cette soi-disant élite, finalement, a à peu près la même vie que les aristocrates, avec à peu près la même utilité. Vous voyez? À peu près la même utilité qu'un duc, un comte ou un baron. Surtout, à partir de Louis XV, c'est-à-dire, il y a pas la guerre, ils y vont plus, donc le prix du sang n'existe plus. Bah, eux, c'est un peu la même chose, quoi. Ils ont renoncé à absolument tout, ils sont responsables de rien, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils font, c'est de gérer vos sous, de vous en prendre un maximum et de se faire les vies les plus agréables possibles. Je trouve que ça ressemble de plus en plus de ça. C'est pour ça que je parlais de servants et d'esclaves. C'est que, pour moi, on a une aristocratie qui, voilà, qui a pris le pouvoir, une aristocratie qui a pris le pouvoir. Afuera, Jean-François Copé, j'en ai marre de tous ces guignols, moi aussi. Et Afuera comme mon mug, oui, c'est vraiment ça. Il a déjà travaillé en usine, lui. Ah bon, non, non, il a peut-être fait un stage étudiant d'une semaine avant, au début de l'ENA, vous savez, ils font des stages étudiants d'une semaine dans un endroit bien planqué. Donc voilà, c'est rarement une usine ou alors dans les bureaux avec quand même une secrétaire pour lui faire le café parce qu'il ne faut pas déconner. Mais voilà. Ce type est insupportable, il ne représente rien ni personne. Ce poste est antisémite. Alors là, j'ai pas vu. Là, franchement, ce poste est antisémite. Alors là, bon, enfin bon, je veux pas, je sais même pas pourquoi il a écrit ça, donc bon, je sais pas. Un jour, il m'expliquera peut-être. Alors, il y avait Jean-François Copé déjà qui veut vous piquer, enfin qui veut piquer à Micheline et à nous tous un jour il préfère nous piquer un jour
de férié. Pour lui, hein, c'est vraiment de nous piquer, vous voyez, un jour férié, contrairement à moi qui voudrais supprimer les jours fériés, mais pour augmenter les salaires. Lui, il veut vraiment nous piquer un jour férié. Et pour éviter d'avoir à remettre en cause tout ce que fait l'État et leurs revenus à eux. Et donc ça, c'est le premier, droite molle, voilà, merveilleux, les gens qui vraiment n'ont, à mon avis, rien à foutre dans la vie politique, mais bon, et qui ont conduit le pays à sa ruine. Et d'un autre côté, vous aviez la jeune garde, donc vous aviez la vieille garde, hein, je sais pas quel âge il a Jean-François Copé, mais bon, il m'en voudra pas si je dis qu'il est un peu vieux. Et vous avez la jeune garde qui est aussi débile. Mais c'est incroyable. Alors que le déficit est de plus de 180 milliards, Wauquiez vient d'annoncer tout fièrement qu'après un mois de travail, les parlementaires LR ont réussi à trouver 1 milliard d'économies. 1 milliard. Voilà. Vous avez 180 milliards de déficit et les mecs, ils cherchent, ils bossent. Ah mon Dieu, où est-ce qu'on va trouver de l'argent? J'ai trouvé 1 milliard. J'ai fusionné 6 machins dont personne ne connaît ni le but ni l'intérêt. Je vais les fusionner et je vais créer 1 milliard. En plus, non, enfin, ça n'a ni queue ni tête, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis désolé, mais c'est incroyable. Il sera réinjecté dans un bouclier anti-inflation pour les petites retraites. Parce que dès qu'ils ont, ça c'est le problème de la droite française, dès qu'ils ont réussi à trouver, déjà pour trouver une économie, ils ont besoin d'un mois de travail, je veux dire, n'importe qui, mais n'importe qui, hein, trouverait, si vous avez 180 milliards de déficit et presque la moitié du, plus de la moitié du PIB en dépenses publiques, vous trouvez, n'importe qui trouverait des dizaines de milliards en très très peu de temps. Mais alors vraiment, très très peu de temps. Mais lui, enfin la droite française, merveilleux LR, il leur faut un mois pour trouver 1 milliard. Et dès qu'ils le trouvent, hop, on le réinjecte. Hop, 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 hop. Faudrait surtout pas faire des économies. C'est pas parce qu'on a une dette gigantesque, qu'on a un déficit à peine croyable, qu'on va se mettre à faire des économies. En fait, ces gens n'attendent qu'une chose, c'est que le FMI fasse leur boulot. Et je peux vous dire, hein, le FMI va finir par faire notre boulot. Hein. On va l'écouter parce que Donc ça fait un mois. c'est tout ce que je ne veux plus entendre. En fait, c'est tout ce que je ne veux plus entendre. Voilà. J'en ai ras le bol. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus avec leur sourire condescendant, leur tête de premier de la classe, leur voix et leur discours, leur voix posée, leur discours posé, genre je vais t'apprendre quelque chose, même si tout dans mon parcours montre que ce que j'ai fait est nul. C'est collectif, c'est pas lui en particulier, lui comme les autres. Tout ce que j'ai fait est nul dans mon parcours. Regarde les résultats de. Regarde les résultats de tout. Tout ce que j'ai fait est nul. Mais je vais t'apprendre la vie. Ils sont merveilleux. C'est incroyable. Moi, qu'on a travaillé pour identifier avec les parlementaires de la droite républicaine des économies supplémentaires pour qu'il y ait moins d'efforts à demander aux Français, et notamment aux retraités. Michel Barnier l'a accepté, ce qui me permet ce soir d'annoncer un certain nombre d'avancées, notamment pour les retraités. Donc, les retraités, de quels retraités parle-t-on? Les 17 millions de retraités pour l'année 2025, ceux dont les pensions devaient être gelées pendant 6 mois. C'est eux. On parle des deux. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est qu'il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation. Mais... Vous vous souvenez quand je vous disais, avant les élections, ils vous promettaient tous qu'on ne toucherait pas aux retraites. Bon, il y en a même des optimistes qui disaient on allait passer la retraite à 60 ans. Tous, ils vous promettaient ça, la main sur le cœur. La main sur le cœur. Et je vous disais, ils vous racontent n'importe quoi. Ils vous racontent n'importe quoi. Les retraites, c'est 15% du PIB. Si vous voulez faire des économies, vous n'avez pas d'autre choix que de toucher aux retraites. Ils vous racontent n'importe quoi. Ils ne vont tout simplement désindexer les retraites par rapport à l'inflation. Je vous le disais, et c'est ce qui arrive. Parce qu'il n'y a aucun doute. Comme il n'y a aucun doute qu'il y aura une réforme des retraites juste après les élections de 2027, si le FMI ne nous oblige pas à les faire avant. C'est-à-dire, soit la Commission européenne et le FMI se fâchent avant, et ça sera l'année prochaine, la réforme des retraites, soit on arrive à passer entre les gouttes, et c'est juste après les élections de 2027. C'est clair.
Et la réforme des retraites, ça sera très simple, vous allez bosser plus. Plus tard, plus vieux. Donc voilà. Donc là, Jean-François Copé, alors évidemment, ils vont vous dire que non, et aux élections présidentielles, ils vous diront tous, on rase gratis. Ça, c'est le premier tour des élections présidentielles, vous savez. On rase gratis. Non, 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 on ne touchera jamais aux retraités. Votez pour moi. Et au deuxième tour, c'est les castors contre la peste brune. Voilà, ça va être ça. Et voilà, vous aurez un clone d'Emmanuel Macron qui sera élu. Et bon, voilà, ça se passera comme ça jusqu'au moment où le FMI viendra et nous dira, écoutez les mecs, terminé. Arrêtez de gérer votre pays n'importe comment. On va s'en occuper pour vous et vous reviendrez après. Mais elle concernera tous les retraités. La deuxième chose ensuite, c'est qu'au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation, cette fois-ci pour les retraites les plus modestes, avec un objectif. Donc là, il vient juste de dire que il vient juste de dire que les retraités qui n'ont pas des retraites modestes, sur toute l'année, ils vont juste se prendre la moitié de l'inflation. Donc vous allez prendre, vous voyez, mais c'est merveilleux parce que ces gens mentent comme des arracheurs de dents, en fait. Et, et ils arrivent à tourner les choses comme je vous ai sauvé, alors qu'ils viennent de piquer la moitié de l'inflation à tous les retraités, et que les retraités qui n'ont pas des retraites modestes, alors je ne sais pas ce que c'est qu'une retraite modeste, eux, ils vont avoir ça sur toute l'année. Et que les retraités qui ont une retraite modeste devraient être fiers et venir embrasser les mocassins à gland de Laurent Wauquiez, parce qu'il a permis de faire en sorte que ce soit que pendant 6 mois qu'ils prennent l'inflation en plein fouet. C'est merveilleux. Ces gens-là sont merveilleux. C'est de les protéger intégralement de l'inflation, une sorte de bouclier anti-inflation, pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat pour, on va dire, les retraites modestes de notre pays. Ça va coûter de l'argent. Le gouvernement comptait récupérer à peu près 3 milliards et demi d'euros en n'augmentant pas les retraites pendant 6 mois. Votre mesure va coûter combien? 1 milliard, 1 milliard et demi? Vous allez les trouver où? D'abord, une retraite, ce n'est pas un privilège. Non, je parlais, de gros sous, d'argent de l'État. Et je vais répondre très clairement. Mais je considère que ce geste, il est juste, parce que la première justice... Alors, juste, généralement, c'est quand vous allez bien casquer comme des fous. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un homme politique fait une grosse couillonnerie, ou qu'il sait qu'il est en difficulté, c'est juste. C'est juste ou c'est écologique. Hein, je vous l'ai dit, si vous entendez un homme politique vous dire juste ou écologique, il faut préparer la vaseline. Voilà. Si c'est juste ou écologique, préparez la vaseline. Vous savez déjà qu'on va vous entuber. C'est évident. Évident. Justice dans un pays, c'est de faire en sorte que ceux qui ont travaillé vivent dignement. Combien ça coûte? Entre 500 millions et 1 milliard. Et l'esprit de responsabilité qui a été le nôtre, c'est de dire on identifie des sources d'économie en face. Où sont-elles? On a décidé, et ça a été tout le travail qu'on a fait depuis un mois, de faire des économies sur ce que j'appelle la bureaucratie administrative. Ça fait 20 ans que les gouvernements nous promettent ça. Exactement. Même les journalistes n'y croient plus. Même les journalistes sur TF1 n'y croient plus. C'est vous dire à quel point on est arrivé de valeur de la parole politique. On va économiser sur la bureaucratie administrative. Non, t'as 41 ministres. Le gouvernement que tu soutiens a 41 ministres. Je vous croirai quand vous en aurez 20. Autant que l'Allemagne. Vous voyez, je demande pas une révolution de palais. Je demande d'avoir autant de ministres que l'Allemagne ou que le général de Gaulle. Parce qu'a priori, mais je peux me tromper, mais a priori, sous le général de Gaulle, la France était administrée. Mais je peux me tromper. 19 ministres, 3 secrétaires d'État. Donc, je vous croirai sur le fait que vous vouliez diminuer la bureaucratie administrative. Le jour où, au lieu d'avoir 41 ministres, vous en aurez 19 comme Allemagne, ou 19 ministres, 3 secrétaires d'État, comme le général de Gaulle. Mais avant, ce n'est que billevesé, et même les journalistes ne vous croient plus. Ça fait 20 ans que vous nous racontez les mêmes billevesés. 20 ans. Je vais être très précis. Pour que même un journaliste de TF1, d'une chaîne mainstream, vous reprenne. Je peux vous dire que la parole politique, plus personne n'y croit. Les gens, le journaliste, il sait déjà que les gens devant la télé, ils se sont endormis en entendant ça. Ça n'arrête plus.
administrative. Ça fait 20 ans que les Non, gouvernements je nous vais promettent être- ça. Je vais être très précis, monsieur Allez-y. Boulot, parce que j'aime bien ici, je suis venu ici pour vous annoncer des choses concrètes. On a à peu près une centaine d'organismes qui se sont développés, dont les budgets ont explosé, qui font des études des normes. Jusque-là, tout le monde en parle, personne ne fait rien. L'objectif l'année prochaine, c'est de dégager 1 milliard d'euros dessus. 1 milliard d'euros dessus. Alors, bon, ça va un peu plus loin que ça, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est aussi leur folie. Enfin, il y a un moment, ils arrivent, 180 milliards de déficit, ils arrivent à trouver 1 milliard. 1 milliard. Ces mecs-là dépensent des sommes titanesques. Oui, bravo, bravo pour en faire 1 milliard. Ces mecs-là dépensent des sommes titanesques, titanesques. Le budget hors de contrôle, eux, ils trouvent 1 milliard. 1 milliard d'économies. Et tout ce qu'ils font, c'est le redépenser. C'est le refoutre dans le. C'est la cagnotte de Jacques Chirac. Ils refoutent tout de suite en argent. La cagnotte de Jacques Chirac, je ne sais pas si vous vous rappelez, Lionel Jospin avait dépensé 56. Est-ce que c'était 5 milliards, 56 milliards, je ne me rappelle plus. Il avait dépensé moins que prévu. C'est-à-dire que la dette, le déficit, allait être moins important que prévu. Sous Lionel Jospin, le déficit allait être moins important que prévu. Mais il allait y avoir du déficit. Et Jacques Chirac a dit, mais attendez, il y a moins de déficit que prévu. On peut donc dépenser. Et hop, au lieu de dire, c'est bien, tout ce qui n'est pas du déficit, on le garde parce que ça aggrave la tête, donc on le garde, on le met de côté. Enfin, on le met de côté. C'est pas qu'on ne le garde pas, on ne l'a pas dépensé, donc tant mieux. Non, non. C'est une cagnotte, alors c'est évidemment un geste politique. Comme là. Là, notre bon ami Wauquiez, il veut quoi? Il veut que les retraités votent. Donc il veut que les retraités votent pour lui. Comme Chirac voulait mettre un caillou dans la chaussure de Lionel Jospin. Et ces mecs-là, à peine ils ont trouvé 1 milliard sur un déficit titanesque. 1 milliard alors que les dépenses de l'État représentent plus de la moitié du PIB français. Ils trouvent 1 milliard d'économies et hop, il ne peut pas s'empêcher de le donner à des futurs électeurs. On est foutu. Avec Donc ça des fait un gens mois comme qu'on a ça, travaillé on est pour foutu. identifier. On est foutu. Wauquiez n'a aucune idée, aucune vision lointaine, aucune colonne vertébrale. Je ne le connais pas assez, donc je ne peux pas dire. C'est un opportuniste qui s'achète un électorat aux frais des finances publiques. Alors oui, là, clairement, il s'achète un électorat aux frais des finances publiques, ça c'est clair. Il fait de la politique comme on en faisait il y a 50 ans, non, comme on en fait depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Zéro crédibilité pour sa capacité à améliorer le pays. Tout à fait d'accord, là, ça me paraît clair. C'est très précis. D'après Wauquiez, ça coûte entre 500 millions et 1 milliard. Du simple au double. Donc déjà, oui. Déjà, bonjour les comptes. Et ça ne m'étonne pas qu'ils aient perdu 50 milliards s'ils comptent tous comme ça. Hein. Et on découvrira que ça a coûté 2 milliards. Et entre-temps, on n'aura supprimé aucune bureaucratie administrative. Mais c'est clair. Hein, voilà. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'acheter les votes. Donc là, voilà. Exactement. Exactement. Ils achètent des nouveaux votes. Voilà. Comment faire pour acheter des votes? Demandez. Et ça, c'est la droite. Donc vous imaginez à gauche. Vous imaginez la gauche. À quel point ils sont déconnectés. Alors je vais vous montrer deux autres commentaires que j'avais bien aimés. Pitié que quelqu'un achève la droite française. Il faut absolument. Enfin, franchement, hein, en dehors de David Lisnard, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Le nombre d'hommes politiques français, d'abord, qui connaissent quoi que ce soit à la gestion, quoi que ce soit à l'entreprise, et qui aient vraiment envie de changer les choses. Ça se compte sur les doigts d'une main. Ce sont généralement des nuls. En fait, c'est une collection de nuls. C'est incroyable. David Lisnard est là pour moderniser et assainir tout ceci, afin que nous ayons enfin une véritable droite, celle que l'on attend depuis des décennies. Lui, c'est quand il veut qu'il envoie chier LR. Oui, je ne sais pas encore ce qu'il fait chez LR, David Lisnard, il faut... Parce que vraiment, il a tout le parti LR et... Voilà, David Lisnard est, à mon avis, très très bon. Mais qu'est-ce qu'il fout à LR, quoi? Ils sont tous nuls. Enfin, ils sont tous nuls.
Chez Wauquiez, le gros problème, c'est de la nullité d'Hidalgo, mais à droite. Non, le problème, c'est que des Wauquiez à LR, si t'en dégages un, t'en as 10 qui poussent. Exactement, mais il n'y a que ça. C'est incroyable. Let them die. C'est un peu ça. Bon, ils sont petit à petit en train de disparaître, mais... Il a su trouver la faille, c'est l'expérience qui est là parier. Alors voilà, il a su trouver la faille, c'est l'expérience qui a parlé. On a bien à faire. Un champion. 1 milliard. Ils ont trouvé 1 milliard d'économies. Il en faudrait 150. Mais si on a un déficit de 180, il faut 180 milliards d'économies. Tant que, vous voyez, si vous avez un déficit de 180 milliards, ça veut dire que vous creusez la tête de 180 milliards. Voilà. Alors, si vous en avez un déficit de 30, bah, vous creusez la dette de 30, mais vous continuez à creuser la dette. Donc, il y a un moment, bah, voilà, il faut qu'il n'y ait plus du tout de déficit. Il faut un budget à l'équilibre, voire en excédent, pour pouvoir commencer à résorber la dette. Donc, il faut arrêter, et c'est vrai, trouver 1 milliard sur... trouver 1 milliard sur 180 milliards, c'est incroyable. Incroyable. Ils sont nuls, hein. Ils sont nuls. Et alors, The Clint avait écrit un truc qui m'a bien plu. Voir Laurent Wauquiez, qui vient de nous annoncer qu'ils vont fusionner 4 conseils débiles pour économiser 1 milliard d'euros. Je crois qu'ils se foutent carrément de notre gueule. Et je pense aussi, c'est pour ça que j'ai repris ce que disait The Clint, je pense vraiment qu'ils se foutent de nous. Alors, non seulement ce ne sont pas des fusions qu'on veut, mais du napalmage en règle. Et c'est pas 4 conseils qu'il faut napalmer, c'est 1/3 de l'État. Et je suis mais parfaitement d'accord avec lui, hein. C'est-à-dire que c'est notre problème, c'est pas 3 ou 4 conseils, machin, théodules qui servent à rien. Notre problème, c'est de les virer tous. Tous. Il faut même pas se poser la question. Il faut arriver au pouvoir, ne pas se poser la question, prendre un coup de crayon et on vire tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et on prend... Enfin, moi, je vous dis, moi, c'est 9 ministres, mais à la limite, 20 ministres. Et vous dégagez la culture, vous dégagez le sport. On s'en fout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à donner du fric aux copains. Ça sert à rien. Dégagez ça. Dégagez ça. Encore une fois, le pays qui a le plus de médailles aux Jeux Olympiques, c'est les États-Unis. Il n'y a pas de ministre des Sports aux États-Unis. C'est-à-dire que le ministre des Sports, c'est pas un entraîneur, vous voyez, c'est pas un coach. Pas lui qui fait sauter les gens. On sort d'une décennie Hollande-Macron où c'était la fête du slip. Ah oui, la grande phrase de Hollande. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Tant que vous avez des guignols... Lui aussi, il se prend une retraite monstrueuse, hein, tout en étant encore député. Mais tant que vous avez des guignols comme ça à la tête de l'État, vous ne pouvez pas y arriver. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Lorsqu'en 2016, on est passé de 22 régions à 13 par des fusions de régions, le nombre d'effectifs dans les conseils régionaux n'a pas baissé. Donc, encore faut-il que ces fusions s'accompagnent de vraies économies. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher les fusions, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Tout ça, c'est du bidouillage d'hommes politiques qui va en fait rien changer. Rien. Donc, on ne s'enquiquine pas avec des fusions, on y va à la tronçonneuse. On réduit drastiquement le nombre de ministères, ça, je l'ai dit 2-3 fois déjà, donc je ne vais pas le répéter. Mais même chose, on supprime totalement tous les machins. Tous les trucs, tous les bidules qui servent qu'à aider les copains. Le plan qui a été là pour François Bayrou. Vous savez, on avait supprimé le plan parce que ça ne servait à rien. On l'a remis en place quand François Bayrou ne pouvait plus être ministre. Du coup, on lui a créé le plan pour qu'il soit le haut commissaire en plan. Et vos vies ont changé. Depuis qu'on a le plan, vous voyez bien que l'économie va beaucoup mieux. Que tout va mieux en France depuis qu'on a le plan. Tout ça, allez, on dégage, on ne se pose pas de questions. Parce que les fusions, les trucs comme ça sert à rien. Il faut juste virer tout le monde. Et voilà, on vire tout le monde. Les fusions, on a vu sous Hollande,
ce qu'on a économisé avec les régions. La blague. Il nous faut la tronçonneuse argentine. Tout à fait, il nous faut la tronçonneuse argentine. Ambitieux pour eux-mêmes, pensent petit pour la nation, un éternel recommencement. La fusion des régions, bah oui, tout le monde y pense à la fusion des régions, comme quoi. Hein. Il faut effectivement napalmer l'État, mais Vauquiez n'a pas le bon napalmeur. Il faut un Milei, un mec hors du système. Mais ça va être difficile pour lui d'arriver parce que faut être un peu fou, en fait, pour être hors du système et y arriver. Tous les autres, ils se font, mais c'est eux qui se font massacrer par le système. Massacrer. Regardez Coluche, regardez Bernard Tapie. Oui, je ne suis pas d'accord avec Bernard Tapie, je ne suis pas d'accord avec Coluche ou avec les exemples, mais je vous donne des exemples de gens hors système qui ont voulu entrer en politique. Coluche, Bernard Tapie, Éric Zemmour. Regardez, ils se sont fait massacrer. Massacrer. Vous n'avez aucune chance. Trump et Milei sont quasiment les seuls exemples de personnes hors système qui ont réussi à arriver au pouvoir. Mais tous les autres se font, parce que vos adversaires politiques connaissent par cœur le fonctionnement de l'État, ils connaissent personnellement la personne qu'il faut appeler aux impôts pour vous mettre un contrôle fiscal. Ils connaissent personnellement les gens qu'il faut appeler dans tel ou tel service pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ils connaissent personnellement les services, entre guillemets, qui vont pouvoir s'occuper de vous. Et ils ont des conseillers dont c'est le boulot de trouver où ils vont pouvoir vous flinguer. Et ils vous flinguent. Et ils vous flinguent. Au sang figuré, bien sûr, hein, mais voilà. Regardez les résultats de 3 personnes qui étaient plus que successful, avec vraiment au top de la notoriété, Coluche, Bernard Tapie et Éric Zemmour. Qu'on l'aime ou pas, voilà, c'était en vente de livres. Quand vous voyez que Bruno arrive difficilement à en vendre 4000 et que Éric Zemmour en vendait facilement 500 000, voilà. Vous voyez qu'on n'est pas sur le même niveau en termes de popularité des idées. Bah, Zemmour, il fait rien aux élections et petit à petit, il disparaît, quoi. Bernard Tapie, on lui a trouvé une affaire et on l'a complètement détruit. Et sa veuve est ruinée, etc. Donc voilà, on l'a totalement détruit. Et alors que ça allait très très bien pour lui tant qu'il n'a pas fait de politique, tout allait bien, on ne s'occupait pas de ses problèmes. Et Coluche, bah, tout le monde sait comment ça s'est fini. Bon. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes aussi désolé que moi de voir cette droite molle? Parce que là c'est vraiment ce qui m'a intéressé, c'est la droite molle. De voir ces vieux politiciens de droite, ces jeunes politiciens de droite, être mais complètement à côté de la plaque. Et n'avoir surtout aucune idée nouvelle. Je veux dire, leurs seules idées nouvelles, c'est on va économiser 1 milliard, mais on va tout de suite leur donner pour que les électeurs votent pour moi. Donc on va le redonner aux retraités parce qu'ils votent, pour m'assurer, moi, ma place en 2027. Et l'autre, l'idée qu'il a, c'est bon, il y a plein de gens qui foutent rien. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui profitent totalement du système. Mais on va demander à Micheline de travailler un jour de plus gratuit. Voilà. Parce que quand moi, j'étais ministre du budget, on l'a fait avec mon copain Jean-Pierre Raffarin. Ça a bien marché. On a réussi à vous piquer un jour de travail directement dans les caisses de notre cher État. Bah, on se dirait qu'on pourrait vous piquer un 2e jour de travail et de les prendre pour nous, parce que nous, on aime bien avoir du homard bleu lors de nos repas, et que ça serait dommage qu'on soit obligé de s'en priver. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez vraiment que les choses risquent de changer en France avant que le FMI vienne frapper à notre porte? Ou est-ce que vous êtes aussi désespéré que moi? Moi, je vous le dis, hein, je suis totalement désespéré. Mais vraiment totalement désespéré. Je ne vois pas d'où va venir le salut de la France. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, le seul salut de la France possible, c'est le FMI. Voilà. C'est catastrophique de le voir comme ça, mais il n'y a plus que ça. Nous sommes dirigés par des... Je ne veux même pas les qualifier, quoi. Voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, la boutique de HL, vous allez sûrement trouver des trucs qui peuvent vous plaire. Il y a des pulls, des sweats, etc., des polos comme ceci. Il y a des mugs comme celui-là. Il y a évidemment, il y a beaucoup d'autres mugs. Il y a des tasses, il y a des gourdes, il y a des thermos, il y a des sacs divers et variés, il y a des tabliers de cuisine. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui achetaient des tabliers de cuisine en ce moment. Des magnets pour les mettre sur vos frigos, il y a des stickers, des autocollants, il y a des vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Vous devriez trouver quelque chose qui vous plaît. En plus, je n'ai que des retours positifs sur mes produits. Donc, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Ça vaut le coup d'aller chercher. Regardez ça en cliquant dans le lien qui est dans la description ou sur chaîne YouTube, onglet boutique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.